Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi sur les photographies anciennes du 19e siècle, où est censée être immortalisée la construction de grandes cathédrales, de capitoles et de palais, nous ne voyons pas tant le processus d'édification à partir de zéro que d'étranges échafaudages, enveloppant des bâtiments déjà achevés, mais étrangement délabrés. On nous a enseigné que le 19e siècle était l'ère du boom industriel et de l'apogée architecturale. Mais et si je vous disais que ce fut l'époque du plus grand vandalisme de l'histoire? Une époque où l'héritage antique, que nous avons reçu d'une civilisation précédente bien plus avancée, fut massivement défiguré, recouvert de briques bon marché et transformé pour ressembler à un Moyen-Âge primitif, afin de dissimuler la vérité sur notre passé. Vous avez été trompé. Tout ce que vous voyez autour de vous dans les centres historiques de nos villes n'est pas le fruit du génie des architectes du 19e siècle. C'est le résultat d'une falsification grandiose, baptisée du mot inoffensif de restauration. Regardez attentivement la chronologie officielle. On nous dit qu'au milieu du 19e siècle, presque simultanément partout dans le monde, de Vienne à Washington, de Paris à Melbourne, une fièvre de construction débute. Dans des villes où il n'y a ni machinerie lourde, ni logistique développée, ni main-d'œuvre qualifiée en quantité suffisante, soudain, comme des champignons après la pluie, surgissent des constructions gigantesques de style antique, gothique et néoclassique. Les historiens affirment que cela a été bâti par des hommes barbus, vêtus de chaussures rudimentaires et de robes, armés seulement d'un ciseau, d'un maillet en bois et de la traction animale. Mais laissons de côté les émotions et activons la logique froide et les mathématiques. Pour construire un seul de ces bâtiments, par exemple l'Opéra de Vienne ou le Parlement de Budapest, des millions de tonnes de pierres taillées sont nécessaires. Pas de simples pavés, mais des blocs parfaitement polis, ajustés au millimètre près. L'histoire officielle reste muette sur l'emplacement des carrières capables de fournir un tel volume de production en quelques années seulement. Elle reste muette sur la manière dont ces millions de tonnes étaient acheminées vers les centres de villes densément peuplés par des chemins de terre qui, après la première pluie, se transformaient en une boue impraticable. Imaginez la logistique. Des convois de dizaines de milliers de charrettes bloquant la circulation pendant des décennies. Pourtant, sur les anciennes photographies, nous voyons des rues vides et propres. Où sont les montagnes de débris de construction ? Où sont les baraquements pour l'armée d'ouvriers? Où sont les entrepôts de matériaux? Ils n'y sont pas. En revanche, il y a des bâtiments achevés, qui sont simplement nettoyés, peints ou remodelés. Ma théorie, fondée sur l'analyse de milliers de clichés d'archives et de plans, est que le 19e siècle fut une époque d'appropriation. Les nouvelles autorités, ayant pris possession de villes désertes après une certaine catastrophe mondiale, ont été confrontées à un problème. Elles vivaient au milieu d'une grandeur qu'elles ne pouvaient ni reproduire, ni même véritablement réparer. Ces bâtiments étaient trop parfaits. Leur architecture criait des technologies inaccessibles aux gens qui venaient tout juste d'inventer la machine à vapeur. Laisser tout en l'état était impossible. Cela aurait soulevé des questions inutiles auprès de la population. Qui avait construit ces arches gigantesques? Pourquoi des portes de 5 mètres de haut? Pourquoi des fenêtres s'enfonçaient-elles profondément sous terre? C'est alors qu'un projet de refonte globale fut lancé. Ce que nous appelons aujourd'hui les styles historiques, néo-gothique, néo-renaissance, néo-baroque, est, en substance, un camouflage. La tâche des architectes de l'époque n'était pas de construire, mais de masquer. Abattre les moulures parfaites qui ne correspondaient pas aux nouveaux dogmes religieux ou politiques. Murer les fenêtres superflues avec des briques, réduire les ouvertures de portes afin qu'elles correspondent à la taille d'une personne normale et non d'un géant. Le crime le plus terrible fut commis sur les façades. À l'origine, beaucoup de ces bâtiments étaient faits de pierres blanches ou de béton géopolymère artificiel de la plus haute qualité. Mais les nouveaux maîtres de la vie commencèrent à les recouvrir massivement de briques rouges primitives et à les enduire de stuc. Observez les bâtiments détruits par la guerre en Europe. Très souvent, sous la couche de plâtre écaillé et de maçonnerie de briques du 19e siècle,
apparaît une structure tout à fait différente. Des blocs puissants, parfaitement lisses, une maçonnerie polygonale qu'il est impossible de créer avec des outils manuels. La brique est un parasite sur le corps de l'architecture ancienne. C'est le matériau d'une civilisation qui a perdu les technologies de moulage de la pierre et qui est contrainte de façonner ses maisonnettes à partir d'argile cuite. On nous dit « c'est ainsi qu'ils construisaient, c'est une maçonnerie brute et au-dessus un revêtement ». Mais pourquoi faire une maçonnerie brute pire et plus primitive que ce qui se trouve en dessous? Pourquoi dans les fondations des soi-disant bâtiments du XIXe siècle trouvons-nous des blocs pesant des dizaines de tonnes et au-dessus, de la brique tordue? La réponse est évidente. La fondation et l'ossature du bâtiment se tenaient là des centaines, voire des milliers d'années avant que le premier architecte officiel n'arrive sur le chantier avec un plan en main. Un autre fait flagrant est l'absence de documentation de conception. Oui, on nous montre de beaux dessins de façade à l'aquarelle que l'on appelle des projets. Mais n'importe quel ingénieur en bâtiment vous dira qu'il est impossible de construire un édifice à partir d'une belle image. Des milliers de pages de calcul sont nécessaires. Résistance des matériaux, hydraulique, schéma de communication. Où sont-ils? Pourquoi, pour la majorité des grandes constructions du XIXe siècle, les plans de travail, les devis et les journaux de chantier n'ont-ils pas été conservés? On nous dit qu'ils ont brûlé dans les archives. Étonnante coïncidence. Les archives brûlent précisément là où il faut dissimuler la vérité sur l'origine des bâtiments. Ou peut-être que ces plans n'ont jamais existé. Peut-être que ces aquarelles ont été dessinées d'après nature, à partir d'objets déjà existants, en leur ajoutant simplement de nouveaux éléments de décor pour faire passer le souhait pour la réalité. Nous arrivons au point le plus intéressant, la soi-disant ruination antique. Au XVIIIe et XIXe siècle, des artistes tels que Piranèse ou Hubert Robert dessinaient massivement des ruines. La science officielle appelle cela un caprice, une mode des ruines, une fantaisie des auteurs. On nous dit que les aristocrates construisaient délibérément des ruines dans leurs parcs pour se livrer à la mélancolie. Réfléchissez à l'absurdité de cette affirmation. Construiriez-vous une grange brûlée dans votre jardin pour être triste? Non. Ces artistes travaillaient comme les photographes de leur temps. Ils documentaient la réalité. Ils dessinaient ce qu'ils voyaient. Des complexes gigantesques détruits, envahis par les arbres, enfouis sous la terre et l'argile. Et ce sont précisément ces complexes qui furent ensuite restaurés, ou plutôt reconstruits, pour les besoins de la nouvelle civilisation. Ne vous semble-t-il pas étrange que de nombreux musées, théâtres et gares ressemblent à des temples? Pourquoi le bâtiment de la bourse ou d'une banque est-il orné de colonnades antiques? Fonctionnellement, elles n'y sont pas nécessaires. Elles bloquent la lumière et sont coûteuses à entretenir. Mais si l'on suppose que ces bâtiments avaient initialement une toute autre vocation, peut-être technique ou énergétique, alors tout se met en place. Les nouveaux propriétaires ont simplement emménagé dans des coques vides, ont accroché une enseigne « banque » et ont commencé à faire des affaires, en arrachant au passage les symboles qu'ils ne comprenaient pas des façades et en les remplaçant par les armoiries de leur roi. Ce fut une prise de contrôle hostile à l'échelle planétaire. Et pour que nous ne devinions pas que nous vivons sur des ruines, une fable sur le développement progressif de l'architecture fut inventée. Mais si vous commencez à comparer les dates de construction, la taille de la population et le niveau de technologie, cette fable s'effondrera en poussière. Laissons de côté le romantisme et prenons une calculatrice, car les mathématiques sont le pire ennemi de l'histoire officielle. On nous raconte des fables sur la façon dont, au XIXe siècle, en l'espace de quelques décennies seulement, des quartiers entiers de Paris, Londres, Moscou et New York ont été reconstruits. Les historiens affirment que ce fut une époque de croissance fulgurante. Mais examinons les rapports démographiques de l'époque. La population des grandes villes ne représentait alors qu'une petite fraction de celle d'aujourd'hui.
Et plus de la moitié des habitants étaient des indigents, des enfants, des personnes âgées et du personnel de service. Le nombre d'hommes réellement aptes au travail, capables de travailler sur les chantiers, était critique. Et maintenant, comparez cela au volume de construction. Il ne s'agit pas de milliers, mais de milliards de briques. Pour produire une telle quantité de briques cuites, il faut non seulement des carrières d'argile, mais aussi des usines industrielles gigantesques, fonctionnant 24 heures sur 24. Mais où sont-elles? Sur les cartes du 19e siècle, nous voyons des manufactures de briques isolées, dont la productivité ne pouvait physiquement pas couvrir 1% de la construction réelle. Mais même en admettant un miracle, et en imaginant que les briques se matérialisaient de l'air, le problème du combustible se pose. La cuisson de l'argile nécessite des températures colossales, et par conséquent, des montagnes de charbon ou de bois. Si la version officielle était vraie, toutes les forêts d'Europe et d'Amérique auraient été rasées dès le milieu du siècle, et les villes auraient été recouvertes d'un smog éternel provenant des fours. Pourtant, sur les panoramas anciens, nous voyons un horizon dégagé et des forêts intactes. C'est une contradiction technique qu'il est impossible d'expliquer par les méthodes traditionnelles. Allons plus loin. La logistique. C'est le talon d'Achille de toute falsification historique. Au XIXe siècle, le principal moyen de transport était le cheval. Un cheval peut transporter une charge limitée et nécessite des soins quotidiens, de la nourriture et de l'eau. Si des millions de tonnes de matériaux de construction étaient réellement acheminés vers les villes pour l'édification de ces complexes gigantesques, les rues se transformeraient en rivières impraticables de fumier et de boue. Un effondrement des transports paralyserait la vie de n'importe quelle mégalopole. Les calculs logistiques montrent que pour construire, par exemple, le centre historique de Saint-Pétersbourg ou de Vienne, par les méthodes et dans les délais que les manuels nous mentent, il faudrait une quantité de transport hippomobile 3 fois supérieure à la population de ces villes. C'est absurde. C'est une impossibilité physique. Et maintenant, regardez ce que l'on appelle la couche culturelle. C'est peut-être le mensonge le plus effronté que les archéologues nous servent. On nous dit qu'en quelques centaines d'années, le niveau du sol a monté de plusieurs mètres à cause de la poussière, de la saleté et de l'activité humaine. Vous êtes sérieux? Pensez à votre maison. S'est-elle beaucoup enfoncée dans le sol au cours des 50 dernières années? Non. Mais pour une raison quelconque, les bâtiments du 19e siècle sont massivement enterrés jusqu'au premier, voire au deuxième étage. On nous dit que ce sont des caves. Mais pourquoi faire des fenêtres, des portes et des arches complètes dans une cave qui bute contre un mur de terre aveugle? Pourquoi décorer les étages souterrains de moulures complexes que personne ne verra? La réponse est simple et terrifiante. Ce ne sont pas des caves. Ce sont d'anciens rez-de-chaussée. Les bâtiments n'ont pas été construits sous terre. Ils ont été ensevelis. Et c'est là que nous arrivons à l'essence du vandalisme sous couvert de restauration. Ceux qui sont arrivés dans ces villes au XIXe siècle n'ont pas construit ces maisons. Ils les ont déterrées. C'est pourquoi sur les vieilles photos, nous voyons des tranchées de terre le long des façades, que les historiens présentent comme la pose de canalisation. Ils ne posaient pas de tuyaux, ils libéraient des entrées. Mais tout déterrer était impossible. Trop de terre, trop peu de ressources. C'est pourquoi la décision fut prise. Ensevelir définitivement les étages inférieurs, les transformant en caves, et déplacer les entrées au niveau du deuxième étage, en y ajoutant de primitifs perrons et escaliers qui, architecturalement, ne correspondent absolument pas aux façades majestueuses. Regardez la disproportion. D'énormes portes, conçues pour des géants de 3 mètres, et de petites poignées misérables, clouées tout en bas, pour qu'une personne ordinaire puisse les atteindre. Des cages d'escalier gigantesques, sur lesquelles il faut faire de petits pas, car les marches sont trop larges et trop hautes pour nous. C'est une architecture étrangère. Nous y sommes comme des enfants portant le manteau de leur père.
Et pour que ce manteau tienne tant bien que mal, les nouveaux propriétaires ont commencé à le retailler. Ils ont inséré des planchers intermédiaires, divisant les hautes salles en 2 ou 3 étages, afin d'augmenter la surface utile et d'économiser sur le chauffage. Car chauffer des salles avec des plafonds de 6 mètres, sans électricité atmosphérique ou autre technologie oubliée, avec du bois ordinaire, est impossible. Le vandalisme consistait en une primitivisation. Les anciens systèmes de ventilation et de chauffage, dont nous ne comprenons toujours pas entièrement le principe de fonctionnement, furent impitoyablement détruits et remplacés par des poêles à bois fumants. Des puits de lumière uniques furent murés avec des briques. Des ouvertures en arc furent murées, ne laissant que de petites fenêtres rectangulaires. Ce ne fut pas la construction du siècle. Ce fut une rénovation globale, visant à adapter l'habitat d'une civilisation hautement développée aux besoins des survivants qui savaient à peine lire. Il cachait les traces de la catastrophe, masquant les fissures avec du plâtre et présentant les ruines comme des constructions neuves. Mais qu'est-ce qui a précisément causé cette catastrophe? D'où viennent les tonnes d'argile et de terre qui ont enseveli les premiers étages partout dans le monde? Pourquoi la science officielle a-t-elle inventé le terme de couche culturelle pour expliquer l'inexplicable? Si vous pensez que les étages ensevelis sont un problème local propre à quelques vieilles villes, vous vous trompez lourdement. C'est un phénomène d'ampleur planétaire. Et c'est précisément lui qui détient la clé de la compréhension de ce qui s'est passé au milieu du XIXe siècle. Des géologues et des chercheurs alternatifs, menant des analyses chimiques du sol qui recouvrent les premiers étages des bâtiments d'Omsk à Montréal, parviennent à une conclusion choquante. Ce sol est identique. Ce n'est ni de l'humus, ni des déchets, ni des traces d'activité humaine, comme l'affirme la science officielle. C'est une argile ou un limon homogène, sans impureté d'humus. Cela n'est possible que dans un seul cas, si un flot de boue, d'eau et de terre s'est abattu sur les villes depuis le ciel, ou si un processus de liquéfaction des sols s'est produit à la suite d'un choc sismique ou énergétique d'une puissance extrême. Nous vivons sur le cimetière d'une civilisation précédente, et nos maisons sont ensevelies jusqu'aux genoux dans la boue de cette catastrophe. Maintenant, examinons les plus anciennes photographies du XIXe siècle. Ce sont les daguerréotypes des années 40 et 50, comme on les appelle. Qui voyons-nous? Les avenues majestueuses de Paris, Rome, Saint-Pétersbourg, Berlin. Une architecture grandiose, des flèches, des colonnes, des dômes. Mais sur ces clichés, il y a un détail effrayant qui glace le sang. Il n'y a personne dans les rues. Absolument personne. Les villes sont absolument mortes. Les historiens officiels tentent de se justifier par l'imperfection de la technique. La pause était trop longue, et les personnes en mouvement s'estompaient et disparaissaient simplement. C'est un mensonge destiné aux ignorants. Même avec une longue pause, une foule aurait laissé des traces fantomatiques, des taches floues. Mais les rues sont d'une virginité désertique. Il n'y a ni charrettes, ni chevaux, ni marchands. Seules des figures solitaires qui ressemblent à des survivants fortuits dans un monde post-apocalyptique. Ces photographies sont la preuve documentaire que les villes étaient désertes. La population avait été anéantie ou évacuée. Et ceux qui sont venus plus tard, au milieu du XIXe siècle, sont arrivés sur quelque chose de tout près. Nous sommes une civilisation de squatteurs, installés dans des palais étrangers. C'est précisément ce qui explique le vandalisme que nous appelons réparation. Les nouveaux occupants ne comprenaient pas la fonction de nombreuses structures. Prenez par exemple les soi-disant forteresses en étoiles. Elles sont des milliers partout sur la planète, et leur géométrie frappe l'imagination. La version officielle stipule que ce sont des bastions pour la protection contre l'artillerie. Mais n'importe quel ingénieur militaire vous dira qu'une forme aussi complexe, avec de nombreux rayons, crée une multitude d'angles morts et est peu pratique pour la défense. De plus, beaucoup de ces étoiles sont situées dans des zones basses, ce qui les rend insensées en tant que fortification. Cependant, si l'on observe ces étoiles d'en haut, elles ressemblent étonnamment à des schémas de circuits imprimés géants, de circuits oscillants ou de magnétrons. Au XIXe siècle, une campagne massive de destruction de ces objets a débuté. On les a démantelés, recouverts de terre,
transformés en parcs et en prisons. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'éléments d'un système énergétique mondial du passé. Ces objets pouvaient générer ou recevoir une énergie dont la nature nous est inconnue. Les nouvelles autorités, qui s'étaient emparées du monde, craignaient paniquement que le peuple n'active accidentellement ces mécanismes. Les connaissances ont été perdues ou retirées, et les dispositifs eux-mêmes détruits sous couvert d'aménagement du territoire. Ce qui ne pouvait être détruit a été transformé au-delà de toute reconnaissance, changeant leur fonctionnalité de technologique à religieuse ou administrative. Observez les liens métalliques dans la maçonnerie des anciennes cathédrales et bâtiments. On nous dit que ce sont des tirants pour la solidité. Mais le métal dans la pierre, avec les variations de température, se dilate et fissure la maçonnerie. Les constructeurs anciens n'auraient pas pu commettre une erreur aussi enfantine. Cela signifie que ces structures métalliques avaient une autre fonction. Peut-être étaient-ce des conducteurs. La ville entière était un circuit intégré géant, où les cathédrales, avec leurs dômes recouverts de feuilles d'or et surmontés d'étranges antennes, que nous appelons maintenant des croix, fonctionnaient comme des récepteurs d'électricité atmosphérique. Au XIXe siècle, ce système a été déconnecté. Les antennes ont été remplacées par des symboles religieux, le câblage a été arraché et les stations transformées en lieux de prière. Nous marchons sur les ruines d'une centrale électrique et prions devant des générateurs, pensant que cela a toujours été ainsi. La catastrophe du XIXe siècle n'a pas seulement enseveli les villes sous l'argile, elle a effacé la mémoire. Un soi-disant redémarrage a eu lieu. Une nouvelle population a commencé à être acheminée vers les villes désertes. D'où venait-il? C'est l'une des questions les plus terrifiantes. Il existe une théorie selon laquelle la population a été restaurée artificiellement, en utilisant des technologies de clonage ou d'incubation, dont nous trouvons des traces dans d'étranges institutions de l'époque appelées orphelinats. Mais à ce sujet, c'est le silence complet dans les manuels scolaires. On nous a fait croire que nous sommes les descendants de singes qui ont lentement évolué, alors que tous les faits crient que nous sommes des descendants dégénérés de Dieu, ou une race artificiellement créée, installée dans un Éden en ruine. Regardez les statues de cette époque, des voiles de marbre, un travail d'une finesse extrême, l'imitation du tissu dans la pierre. Les sculpteurs du XIXe siècle ne pouvaient pas reproduire cela, même avec les meilleurs outils. Ils ne faisaient que copier, créant des contrefaçons grossières. La technologie de moulage de la pierre, la technologie d'assouplissement du granit, tout cela fut oublié instantanément. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rupture de génération. Ceux qui possédaient les connaissances ont disparu. Il ne restait que ceux à qui l'on avait donné une pioche et une pelle et ordonné de déterrer les entrées. L'histoire n'est pas une science du passé. C'est un outil de gestion de l'avenir. Et au XIXe siècle, cet outil fut perfectionné. Nous avons examiné les preuves physiques de la substitution. Une architecture impossible, des étages ensevelis, l'absence de capacité de production. Mais le vandalisme physique n'était qu'une partie du travail. L'opération principale a été menée dans les esprits humains. Pour que les nouveaux habitants des villes conquises ne posent pas de questions inutiles sur qui a construit ces palais et pourquoi il y fait si froid, il fallait réécrire entièrement la chronique des événements. Il fallait créer l'illusion d'un progrès linéaire où nous sommes le sommet de l'évolution et nos ancêtres, des sauvages sales qui priaient la roue. Pour cela, la plus grande opération de nettoyage de l'information de l'histoire a été menée, que j'appelle la terreur du papier. Rappelez-vous combien de fois les bibliothèques ont brûlé au XIXe siècle. On nous dit éclairage à la bougie, plancher en bois, imprudence. Mais ce sont précisément les dépôts de manuscrits uniques et de cartes anciennes qui brûlent, pour une raison quelconque. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est une destruction délibérée de preuves.
Les quelques livres qui nous seraient parvenus de la haute antiquité sont en réalité des copies réécrites, créées précisément durant cette période. Des moines copistes? Oubliez ça. C'étaient des départements bureaucratiques entiers de la nouvelle administration qui fabriquaient des chroniques, y insérant les dynasties et les événements souhaités, et détruisaient les originaux. Regardez les cartes d'avant 1771. Dans la première édition de l'Encyclopédie britannique, qui n'avait pas encore été censurée, une immense partie de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord est signée comme la Grande Tartarie. C'est une entité étatique gigantesque, avec ses propres drapeaux, armoiries et capitales. Où est-elle dans les manuels d'histoire? Elle n'y est pas. Elle a été effacée. Sur les cartes du XIXe siècle, à cet endroit, il y a déjà des taches blanches ou des territoires morcelés. Où est passé l'Empire qui était plus grand que les empires russes et britanniques réunis? Elle fut détruite non seulement physiquement au cours de ces mêmes événements catastrophiques, mais aussi mentalement, en effaçant toute mention d'elle. On nous a inventé le joug mongol-tatar pour expliquer la présence d'artefacts et de génétiques orientales, en inversant tout de fond en comble. Une grande civilisation fut transformée en une horde de nomades sur des chevaux de petite taille. Et maintenant, parlons du tour de passe-passe le plus important, la chronologie. Avez-vous déjà eu l'impression que les époques historiques se ressemblent étrangement? Que les scénarios de guerre et de révolution se répètent? C'est parce que notre histoire est artificiellement rallongée. La chronologie officielle fut établie précisément pendant cette période de remodelage du monde. Pour cacher le fait que l'Antiquité, avec ses technologies incroyables, datait littéralement d'hier, on a inséré entre elle et nous 1000 ans de Moyen-Âge inventés. Les âges sombres, la saleté, la peste, l'Inquisition. Ce tampon fut créé spécialement pour rompre le lien entre les époques. On nous a inculqué que les aqueducs romains et les temples grecs sont des choses du passé lointain, qui ne nous concernent pas. Mais si l'on supprime cette lacune artificielle, il s'avérera que les soi-disant dieux et héros antiques sont précisément ces bâtisseurs dont nous avons habité les maisons après la catastrophe. Au XIXe siècle, la machine de l'éducation de masse fut lancée. Le modèle scolaire prussien, qui est maintenant utilisé dans le monde entier, fut créé non pas pour l'illumination, mais pour la standardisation de la pensée. Les enfants furent arrachés aux traditions familiales et on leur a inculqué une version unique de la réalité, approuvée d'en haut. On leur a interdit de penser, on leur a ordonné de mémoriser. C'est alors que fut introduite la conception selon laquelle les gens d'autrefois étaient plus stupides. C'est une protection psychologique idéale. Si nous croyons que nos ancêtres étaient primitifs, nous ne chercherons pas dans leur héritage les technologies perdues. Nous regarderons les pyramides et penserons que ce sont des tombeaux et non des dispositifs techniques. Nous regarderons les cathédrales et y verrons des lieux de prière et non des résonateurs acoustiques. La réforme linguistique, un autre acte de vandalisme. Au XIXe siècle, partout dans le monde, les alphabets changent, la grammaire se simplifie, les images des lettres disparaissent. Cela fut fait afin que les nouvelles générations soient physiquement incapables de lire les anciens textes, même s'ils avaient survécu. On nous a coupé du champ d'information du passé, comme on coupe Internet dans une région rebelle. Nous parlons une novlangue qui ne peut pas exprimer des concepts complexes de l'ordre du monde. Le changement de calendrier a achevé ce processus. On nous a fait adopter une nouvelle chronologie, en brouillant définitivement les dates. Personne d'entre nous ne peut dire avec certitude aujourd'hui quelle est réellement l'année. 1812? Ou peut-être 500 et quelques de la création du monde dans le temple stellaire? Ou 201 après la catastrophe? Nous nous sommes perdus dans le temps. Nous sommes une civilisation amnésique qui s'est réveillée en réanimation et a cru à la légende que le médecin lui a lue à son chevet. Mais ce médecin est un imposteur. Il porte la blouse de notre père, mais dans ses poches se trouvent les documents de propriété de notre maison.
L'histoire officielle du XIXe siècle est une courte pointe cousue à la hâte, destinée à couvrir le cadavre d'une grande époque. Les coutures de cette courte pointe craquent de toutes parts. La démographie ne concorde pas. La logistique ne fonctionne pas. Les technologies sont absentes. Mais nous continuons à croire à ce mensonge, parce que la vérité est trop effrayante. La vérité signifie que nous ne nous développons pas, mais que nous dégradons, que nous vivons sur les vestiges d'un luxe passé, épuisant les réserves que nous n'avons pas créées. Et le plus important, la vérité signifie que la catastrophe peut se répéter, parce que nous n'avons toujours pas compris ce qui l'a causé la dernière fois.